Émission spéciale sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. C'est la semaine du développement durable sur Le Mans Université. Un événement organisé par son service culture auquel est associé le pôle culture scientifique de l'université pour valoriser notamment des travaux de recherche. Nous sommes ensemble pour 55 minutes d'émission dans le cadre de cette deuxième édition 2021 qui porte cette année la thématique de l'arbre. Et comme cette semaine du développement durable est avant tout de sensibiliser le grand public aux différents enjeux, eh bien nous allons justement nous intéresser, dans une première partie en tout cas, au rôle de l'arbre dans la nature et dans les sociétés humaines, puis aux préconisations face aux enjeux et aux risques de déforestation. On parlera d'ailleurs dans cette émission de reforestation et de plantation. Dans une deuxième partie, nous exposerons comment faire face à ces constats et ces enjeux des politiques publiques qui sont menées dans la Sarthe sur la gestion des forêts et la plantation d'arbres en zone rurale comme en zone urbaine. Nous aurons donc des exemples extrêmement concrets. Et enfin, et cette fois du côté de l'Afrique, notamment au Gabon, quels sont les sujets d'études et les préconisations des chercheurs que nous recevons dans cette émission? Ils sont chercheurs à l'Université du Mans. Et comment ces recherches font-elles écho chez les décideurs publics? À nos micros, Richard Suffo, enseignant-chercheur au laboratoire ESO, Espace et Société à l'Université du Mans, avec lequel nous avons d'ailleurs préparé cette émission et qui travaille essentiellement sur la déforestation en Afrique. Son confrère avec lequel Richard Suffo mène ses travaux, Moïse Tsanyem, enseignant-chercheur dans le même laboratoire, donc ESO, Espace et Société, qui s'intéresse lui aussi à l'Afrique, à la gestion des forêts. Gérard Lambert, c'est le maire de Toloché et vice-président en charge de la charge forestière et de la promotion du tourisme de la communauté de communes Doré de Bercé-Bellinois. Hervé Davio est aussi parmi nous. Il est responsable de l'Office national des forêts de l'unité territoriale Sarthe-Mayenne. Samuel Perrault, technicienne de biodiversité en charge de l'animation de la politique bocage à la direction des territoires et politiques contractuelles et territoriales au conseil départemental de la Sarthe, viendra nous présenter les actions du département. Agnès Stienne est artiste et cartographe. Elle devait présenter d'ailleurs une exposition dans le cadre de cette semaine du développement durable à Ève, donc à l'Université du Mans. Elle nous précisera quel est justement son travail. Et puis, nous recevons aussi Jean-Christophe Gavalet, président de l'association Sarthe Nature Environnement. Beaucoup de monde pour une émission de 55 minutes, mais qui va être passionnante, puisque l'idée de cette émission, pour vous qui nous écoutez, c'est bien sûr de mieux comprendre quelle est la place de l'arbre dans la nature et surtout les enjeux qui sont liés à la déforestation, à la reforestation, à la plantation et puis bien sûr une situation incontournable qu'il faut prévenir, c'est la situation du climat. Bonjour à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Jean-Christophe Gavalet, votre association agit depuis 42 ans pour la protection de l'environnement en général ainsi que pour la sensibilisation au développement durable. Durant toute cette année 2021, avec vos associations membres, vous présentez différentes dates avec des animations autour de l'arbre, des animations dont on peut prendre connaissance d'ailleurs en allant tout simplement sur le site de l'association. Votre association est partenaire de cette semaine du développement durable à l'Université du Mans. Vous deviez y présenter dans le hall de Ève une exposition géopolitique Hector l'arbre mort. La situation sanitaire n'a pas pu permettre de la maintenir. Pourquoi l'arbre est-il cette année le fil rouge de votre programme associatif et de vos actions de sensibilisation du public? Alors, tous les ans, nous fonctionnons sur une thématique que nous votons en conseil d'administration qui nous permet de nous fédérer autour d'une thématique. Donc, celle qui a été choisie l'an dernier, c'est bien l'arbre, avec toutes les problématiques liées au confinement et aux travaux d'arasement de haies, des difficultés qu'il y a eu autour de l'arbre en ville, de l'arbre rural, de l'arbre forestier. Et donc, ça nous a paru intéressant de revenir sur le sujet que nous avions déjà traité avec une vision nouvelle. Alors, il est vrai qu'il s'est invité à un sujet incontournable cette année, par exemple, pour parler de la campagne municipale au Mans. C'est la question de la plantation d'arbres, d'un aménagement urbain, et peut-être parce qu'on a vécu de fortes chaleurs en juin de l'année dernière.
C'est la partie intéressante, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités de l'arbre, si elles devaient être remplies par des machines, ne pourraient pas avoir lieu sans des dépenses énergétiques énormes. Donc il y a une tendance à minéraliser la ville, mais avec le réchauffement climatique, on cherche à revégétaliser. Donc notre position, comme toujours, quand on parle d'arbres, c'est de commencer par ne pas détruire avant de replanter. Et donc une certaine conservation, parce que l'arbre est quand même non seulement un élément du paysage, mais aussi un support important de la biodiversité et du bien-vivre. Richard Suffaut, vous êtes enseignant-chercheur sur le changement climatique et la gestion des forêts tropicales au laboratoire ESSO, donc Espace et Société à l'Université du Mans, comme nous le disions dans la présentation. Qu'est-ce qui a déterminé votre choix de prendre pour objet de vos recherches l'arbre et plus largement la déforestation en Afrique? Ok, merci Jean-Yves. Vous savez, l'arbre est aujourd'hui au cœur des débats et au cœur de toutes les politiques de réduction des émissions, parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale vise à réduire de 2 degrés la température globale, et l'arbre étant un végétal qui permet de réduire les émissions par son phénomène de photosynthèse, représente un enjeu majeur dans la mesure où la communauté internationale s'est dit qu'il était intéressant de préserver les forêts pour que ces forêts puissent continuer à absorber le CO2 qui est émis par les entreprises ou bien par les sociétés industrielles. Et du coup, pour réduire ces émissions, il y a plusieurs initiatives qui sont internationales qui sont présentes et qui permettent aujourd'hui de payer les communautés internationales qui possèdent les forêts pour conserver ces forêts. Et parmi ces initiatives, la REDD+. Donc du coup, ma thématique de recherche était sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation, et de voir quel pourrait être le rôle des communautés locales, des sociétés locales en Afrique ou bien dans tout le bassin tropical pour aider à la réduction de ces émissions et à mieux conserver ces forêts. Donc voilà en fait d'où est venu mon intérêt pour voir quel pourrait être le rôle de ces communautés locales et des savoirs scientifiques qui existaient au niveau international pour la réduction de ces émissions. Donc c'est ça l'objet de ma recherche. Alors l'une de vos thèses de recherche avait pour objet le monitoring de la déforestation dans le bassin du Congo. Quelle synergie entre les savoirs exogènes et les savoirs endogènes. Alors tout ça, c'est des mots très savants que vous comprenez bien en tant que chercheur, mais ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder au niveau international, au niveau local, quels sont les savoirs disponibles pour mesurer la forêt. Par exemple, la REDD+, qui est un engagement ou une initiative internationale, vise à payer de l'argent aux États et aux communautés pour réduire les émissions, ou pour réduire la déforestation. Et du coup, pour réduire cette déforestation, il faudrait calculer la quantité de stock de carbone que ces forêts absorbent. Et pour ce faire, il faut des savoirs scientifiques pour aller mesurer ces arbres, pour donner quelle est la quantité de carbone que chaque arbre absorbe, afin de payer de l'argent aux communautés pour conserver ces forêts. Alors justement, c'est quoi ces outils de mesure? À partir de quoi vous faites un diagnostic, puisque vous faites des cartographies, un certain nombre de choses? Oui, à partir de la mesure du diamètre des arbres, de la hauteur des arbres, et surtout à partir de l'essence de l'arbre, on peut savoir quelle est la quantité de carbone qui est contenue dans un arbre, et surtout quelle peut être la quantité qu'un arbre peut, de CO2 qu'un arbre peut absorber au courant de sa vie. Comme ça permettrait de payer de l'argent aux communautés locales. Et il faut des savoirs scientifiques et bien sûr des savoirs locaux et des savoirs indigènes qui peuvent aider les scientifiques à mieux calculer et à mieux évaluer ces différentes données scientifiques qui sont utiles pour payer
l'argent à ceux qui conservent les forêts. Jean-Christophe Gavalet, il faut peut-être redire à nos auditrices et à nos auditeurs le rôle important que joue l'arbre dans la nature, parce que l'arbre, même si c'est très utile pour se protéger des fortes chaleurs en se mettant dessus, même si on a quelques idées par rapport à quoi sert l'arbre dans la nature, c'est quand même très vaste, et notamment sur la question de ce qu'on ignore, qui est le souterrain. Oui, l'arbre, c'est la grande forêt cénomane qui a donné notre territoire. Et puis, cette biodiversité, n'oubliez jamais que quand vous voyez un arbre, il y a autant en dessous qu'au-dessus pour qu'il puisse bien vivre, avec toute une communauté d'habitants du sol et du sous-sol qui dépendent de lui pour vivre, mais qui lui apportent aussi les moyens de bien se développer. Donc, on est tous à observer les oiseaux. On manque généralement de la connaissance pour essayer de voir ce qui se passe sous terre. Et on y a moins facilement accès, mais c'est tout aussi riche et tout aussi important pour la qualité de vie des habitants de la Terre. Monsieur Suffaut, Richard Suffaut parlait de la nécessité de capter le carbone et de sa nécessité dans le bassin du Congo, mais c'est aussi important chez nous de conserver et de promouvoir des politiques liées à la biodiversité. C'est vraiment très important, et bien penser au-dessous quand on voit le dessus. Alors, c'est vrai que quand on regarde le rôle que joue l'arbre dans la forêt, il y a la biodiversité, il y a l'atténuation légère de la population sonore, de la pollution de l'air, des pics hygrométrique, voilà, qui est un mot un petit peu savant. Mais finalement, j'ai envie de dire, il y a eu un moment une politique en faveur de l'arbre, et puis un jour, on a décidé un peu d'oublier l'arbre. C'est peut-être un retour en arrière par rapport à la situation que nous allons vivre avec le climat. On n'a pas vraiment, à Sarthe, on est quand même le département le plus forestier de la région. Alors je parle plus globalement, hein, j'ai envie de dire. Donc, au niveau des choix urbains, par exemple, vous savez bien que les choix urbains ont grignoté de plus en plus ces terres agricoles, et donc avec quelquefois emmenant quelques arbres. Oui, alors c'est plus divers qu'on pourrait le penser. Il y a aussi, on est un peu entre la Beauce et le Cantal. Si vous voulez, soit une étendue sans arbres, soit une étendue que d'arbres, avec au milieu des friches urbaines qui, elles, pour des questions de gestion, ne laissent pas la place à l'arbre. Et donc, c'est ça la dynamique dont vous parlez, c'est-à-dire soit des espaces spécifiquement forestiers avec aucune autre activité, et des espaces agricoles avec quasiment pas d'arbres. Donc, on essaye de remettre en avant l'agroforesterie ou le bocage, mais pas d'élevage, pas de bocage sans élevage. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui a une fonction d'accompagnement d'une agriculture avec de l'élevage. Donc, j'ai le regret de dire, on avait 2 slogans qui faisaient hurler: vous aimez les arbres, brûlez-les, chauffez-vous au bois. Et un autre slogan, pas d'élevage, pas de bocage sans élevage. Les agriculteurs qui conservent la forêt, c'est qu'ils y voient un usage. Il y a un des travaux très intéressants en ce moment sur la capacité de nourriture des animaux à partir du feuillage des têtards et qui sont aussi nutritifs que l'herbe. Oui, parce que finalement, par rapport à l'arbre, bon, on le sait un petit peu, mais on l'oublie peut-être, c'est aussi quelque part un producteur de denrées. C'est là où il y a les fruits, notamment. Et donc, il a aussi cette vocation, je dirais, de nourriture terrestre. Il y a la notion de jardin forestier, de production de fruits, de récolte des fruits. Richard Suffaut. Oui, justement, je voudrais ajouter que en fait, l'arbre aujourd'hui représente un espoir, que ce soit pour les gens qui vivent hors de la forêt ou dans la forêt. Par exemple, vous savez, l'arbre représente à la fois la pharmacopée, un supermarché aujourd'hui pour les peuples qui vivent en forêt, surtout dans toute la zone tropicale. Des gens qui vivent en forêt, en fait, ils mangent dans cette forêt, ils cueillent dans la forêt, ils vivent de la forêt. Donc, du coup, c'est en fait pour eux un supermarché. C'est aussi un habitat. C'est aussi un espoir pour eux, pour la vie. Donc, mais pour ceux qui vivent en dehors de la forêt,
c'est un espoir pour cette captation de carbone et pour cette réduction des émissions qui pourrait permettre de réduire plus tard la température qui est en train de chauffer. Alors Richard Suffaut, on parle de la réduction de carbone, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors même si on en parle quand même depuis un certain temps, quand même dans les sensibilisations aux questions du développement durable, c'est quoi cette préoccupation de la réduction du carbone? Ça induit quoi? Ça induit, vous savez, à Kyoto, en 98, il y avait eu la communauté internationale qui a décidé de réduire la déforestation, en fait, de réduire les émissions des pays. Et maintenant, les pays, pour réduire ces émissions... Les réductions à effet de serre, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ils ont mis leur espoir dans les forêts en se disant que si les forêts représentent un espoir, ça voudrait dire que les forêts doivent être assez nombreuses pour capter ce carbone qui est émis. Parce que quand nous roulons en voiture, on émet du CO2. Quand on veut faire rouler les entreprises, on consomme du CO2. On consomme du carburant qui produit du CO2. Donc, du coup, ce CO2 doit être réduit dans l'atmosphère. Et il n'y a que les végétaux et les végétaux marins ou bien les arbres qui ont cette capacité à réduire ce CO2 qui est déjà émis. Agnès Stienne, vous êtes artiste et cartographe. Vous deviez, vous aussi, présenter dans le cadre de la Semaine du développement durable à l'Université du Mans une exposition de sensibilisation qui est initialement prévue à Ève. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelle était votre démarche à la fois de cartographe et d'artiste qui allie ces deux qualités? Alors la démarche que j'ai eue en démarrant ce travail, c'était évidemment un travail de sensibilisation grand public sur les questions d'appropriation de terre d'une part, et d'avoir un regard un peu socio-historique sur une thématique qui revient assez régulièrement aujourd'hui. On parle d'accaparement de terre alors qu'on n'en parlait pas il y a 20 ans. Mmh. Donc j'ai voulu savoir ce qu'étaient que les accaparements de terre au niveau mondial aujourd'hui. Donc j'ai fait tout un travail là-dessus, et ensuite j'ai fait une approche plus historique en remontant aux colonisations, puisqu'on peut dater aux colonisations en fait cette mainmise sur des surfaces de terre immenses. Alors soit pour la jouissance des seigneurs, soit pour la production d'une agriculture intensive, souvent destinée à l'exportation. Est-ce que ça veut dire que ce travail à la fois historique, socio-géographique, économique, politique et social interroge finalement comment on considère l'arbre dans une société, et peut-être davantage à un moment un pouvoir économique, quitte à détruire, je dirais, la situation sociale, quitte à ne pas préserver la nature? Oui, alors c'est un vaste sujet que l'arbre, du coup, dans ce contexte-là, parce que, évidemment, il y a des problèmes de déforestation dont on use pour généralement faire donc, de l'agriculture intensive. Oui, parce que là, on le voit, notamment, il y a des situations comme la forêt amazonienne, où on détruit... Voilà, que ce soit l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est, etc. Toutes ces régions tropicales, notamment, qui sont propices à certaines cultures. Celle du palmier à huile, en l'occurrence, qui permet de produire de l'huile de palme qu'on retrouve dans tous les secteurs des activités humaines. C'est industriel, alimentaire, cosmétique, etc. Voilà, c'est là-dessus que vous travaillez un petit peu pour, je dirais, sensibiliser les gens? Alors moi, j'essaie de sensibiliser les gens, mais c'est multidirectionnel, je dirais. C'est sur la protection de l'environnement, c'est sur la situation sociale des gens qui vivent dans les forêts ou qui vivent dans ces campagnes, dans ces zones rurales. C'est sensibiliser aussi au changement de statut des terres lorsqu'on les accapare, c'est-à-dire qu'on peut passer, ça peut être la déforestation, mais ça peut être aussi simplement des cultures vivrières qu'on remplace par de l'agro-industrie. Donc ça, en fait, c'est des surfaces immenses qui sont accaparées. On impose aux populations des systèmes agricoles qu'ils n'ont pas choisis. On perturbe leurs habitudes parce qu'on coupe les accès à l'eau dont
qui pouvaient jouir avant. Et on coupe aussi des accès à des villages parce que c'est aussi des routes qui sont coupées pour ces cultures-là. Richard Suffo, j'avais une question à vous poser. Alors, on y reviendra certainement dans la dernière partie de l'émission, mais au regard de ce qu'on entend là précisément sur des situations dans certaines parties du monde, est-ce que face à des constats de déforestation, justement, le chercheur que vous êtes avait quelques préconisations à faire Oui. pour justement alerter sur les enjeux d'une déforestation dans certaines parties du monde, puisqu'on l'a bien compris, la Sarthe est plutôt privilégiée. Oui, en fait, en Europe, par exemple, aujourd'hui, les superficies forestières sont en train d'augmenter. Pourtant, dans les pays tropicaux, où on a des forêts assez immenses, les superficies forestières sont en train de diminuer. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de préconisations, beaucoup d'initiatives qui permettent de... Alors, c'est quoi comme préconisation? Est-ce qu'on peut citer simplement un ou deux exemples? En fait, il y a la reforestation, par exemple, qui permet aux États ou bien aux communautés de replanter les arbres endogènes, c'est-à-dire d'éviter de planter les arbres extérieurs. Il y a aussi, par exemple, cette initiative de la France, de la stratégie nationale de la déforestation importée, qui permet, qui préconise de réduire l'importation des produits qui déforestent. C'est-à-dire que, par exemple, le soja, le palmier à huile, l'élevage ou bien le bœuf, l'élevage du bœuf qui déforeste beaucoup dans les pays tropicaux, de voir comment la France pourrait mettre des barrières aux frontières pour éviter d'importer les produits qui contribuent à la déforestation. Donc, du coup, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises sur pied, soit par les États, soit par les privés, pour pouvoir contribuer à cette lutte contre la déforestation. Jean-Christophe Gavalier, j'avais une question à vous poser pour Sarthe Nature Environnement que vous présidez. D'après vous, il faut laisser faire la nature ou provoquer la plantation ? Alors, c'est un vaste débat. Est-ce que la nature aura le temps de reprendre ses droits? Est-ce qu'on lui laissera le temps de reprendre et de subir la pression de sélection pour choisir les espèces les plus adaptées? Et puis surtout, est-ce qu'on a le temps, nous, humains? Avec un climat... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous, humains, par rapport à de la forêt, c'est ridicule. C'est-à-dire que les forestiers sont des gens qui pensent à 250 ans, donc... une génération, un humain qui arrive à penser en génération de 25 ou 30 ans, quand on prétend s'approprier une politique forestière, c'est difficile. Voilà, donc votre principe, vous, c'est plutôt de laisser... conserver, utiliser du bois dans les bâtiments, parce que là aussi on stocke du carbone, et puis préserver les supports de biodiversité et laisser quand même faire la nature. Les stratégies de plantation sont toujours un petit peu hasardeuses. L'association Sarthe Nature Environnement porte un engagement de longue haleine, tant sur le terrain local que sur les politiques nationales, comme par exemple, vous êtes très vigilant au Grenelle de l'environnement, puis aujourd'hui sur la situation du climat. Est-ce que ce travail, et ça sera ma dernière question pour cette partie, est-ce que ce travail de petite fourmi, tel qu'il est qualifié par Jeanne Hersant, qui siège à votre conseil d'administration, commence à être mieux pris en considération par les politiques publiques, de par justement l'urgence climatique qu'on a un petit peu abordée dans cette première partie, et surtout à éveiller les consciences individuelles sur les enjeux d'un respect de l'environnement? Globalement, on peut se dire qu'il y a un mieux. Après, mais on peut faire mieux encore? On peut faire mieux encore avec un peu de volonté politique. La mise en place au Mans d'une politique de l'arbre en ville, par exemple de la nature en ville, est une initiative intéressante. On a mené quelques initiatives avec l'ONF ou le CRPF pour prendre en compte la biodiversité dans les forêts. Et on a travaillé sur l'urbanisation avec une bonne prise en compte de la défense de l'environnement. Le fait que Stéphane Le Foll, le maire du Mans, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture sous la présidence de François Hollande, le fait aussi qu'il y ait dans sa majorité des élus écologistes, qu'il y ait eu une volonté, en tout cas politique, de davantage verdir la ville du Mans et la communauté urbaine, c'est donc un point positif pour vous? Je pense que oui, on a un changement d'axe de politique parce que on avait un ancien maire plutôt attiré par le patrimoine historique et muséographique et une moindre sensibilité à l'environnement.
Je pense que Stéphane Le Foll, de par sa formation, de par ses études, de par sa sensibilité, a une meilleure appropriation du patrimoine végétal. Dans quelques instants, on évoque, ça passe très vite, dans quelques instants, on évoque les politiques publiques menées dans la Sarthe sur la gestion des forêts et la plantation d'arbres, juste après ce titre de Maxime Le Forestier, extrait de son premier album, c'était en 1972, Comme un arbre. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume. On se retrouve sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com pour la deuxième partie de notre émission qui est consacrée, je vous le rappelle, au rôle de l'arbre dans la nature. C'est dans le cadre de la semaine du développement durable à l'Université du Mans. Et pour cette deuxième partie, toujours avec des masques, on parle avec des masques au micro, ça devient pénible, mais bon, on le fait. Nous allons évoquer des politiques publiques qui sont menées dans la Sarthe sur la gestion des forêts et la plantation d'arbres. Hervé Davio, bonjour. Bonjour. On commence avec vous parce que quand on évoque la protection et l'aménagement des forêts, on pense bien sûr tout naturellement aux missions de l'ONF, l'Office national des forêts. Vous êtes depuis juillet 2020 le nouveau responsable grand patron de l'Office national des forêts, en tout cas pour les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Est-ce que vous pouvez justement nous préciser en quoi consiste votre mission comme représentant de l'ONF sur ces deux départements ? Oui, sur les deux départements Sarthe et Mayenne, notre travail consiste à gérer les forêts publiques. Les forêts publiques, ce sont les forêts domaniales qui relèvent du domaine privé de l'État et également les forêts de collectivité. Et sur l'ensemble de ces forêts, notre travail consiste à mettre en place une gestion qu'on appelle multifonctionnelle, c'est-à-dire qui tente à répondre à toutes les attentes de la société. Alors ce sont quoi justement les attentes de la société ? Elles sont de trois niveaux. Une première attente qui est plus économique, parce que la forêt, forcément, c'est la production de bois, la mobilisation de bois et l'approvisionnement d'une filière avec des emplois conséquents derrière, bien évidemment. Une deuxième grande activité, c'est tout ce qui touche les enjeux sociétaux, c'est-à-dire de tenter de répondre aux attentes de la société, à l'accueil du public, qui fréquente de façon croissante les forêts publiques, y compris les forêts domaniales bien sûr. Et puis, on travaille beaucoup sur les enjeux environnementaux,
Les forêts aujourd'hui, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, constituent de vrais réservoirs de biodiversité sur le département de la Sarthe, mais de façon générale, quoi. Alors, vous occupez notamment de 3 pôles forestiers entre la Sarthe et la Mayenne. Oui, ça c'est une question d'organisation. En fait, on est organisé sur ce qu'on appelle l'unité territoriale en 3 pôles. On a un pôle qui cible plutôt le massif de Persaigne sur le nord Sarthe, un sur le sud Sarthe avec la forêt domaniale de Bercé, et puis un pôle plus sur la grande forêt domaniale de Sillé, qui couvre également le département de la Mayenne. Hervé Davio, comme vous nous le précisiez, dans vos domaines de compétences, vous vous intéressez aussi aux massifs gérés par les collectivités. Est-ce qu'on peut parler d'une interface entre la politique menée par l'ONF et les prérogatives de terrain, notamment avec les élus territoriaux ? Il y a vraiment une relation de proximité avec les élus des communes propriétaires forestiers. D'abord parce qu'il y a une législation qui s'appelle le Code forestier qui s'applique dans ces forêts. Et puis, notre travail, c'est d'accompagner les élus dans leur prise de décision pour essayer de gérer au mieux leur forêt. Ben, ça tombe bien parce que Gérard Lambert, qui est le maire de Telocher, vice-président de la communauté de communes Doré de Bercé-Bellinois, est parmi nous. Vous êtes en charge, Gérard Lambert, de l'application de la charte forestière et de la promotion du tourisme pour aller jusqu'au bout de l'intitulé de votre responsabilité. Voilà, quand on met en place une politique, notamment communautaire, avec cette charte, est-ce que ça veut dire que l'avis et l'accompagnement du responsable de l'ONF sur le territoire est quelque chose d'important pour vous ? Oui, pour les parties domaniales, notamment sur la commune de Telocher, nous avons 7 hectares de bois qui est géré ou co-géré par l'égide de l'ONF. On n'a pas eu l'occasion de nous rencontrer pour ça, mais voilà. Alors, normalement, vous êtes en train de rencontrer les élus, justement. Eh bien, on est en plein... dans une prise de fonction. Il y a un temps aussi pour rencontrer les élus. Alors, les élus des communes propriétaires, bien sûr, mais les élus des communes d'assises des forêts domaniales. Voilà. Cette rencontre avec les élus, elle consiste en quoi ? À les accompagner sur leur choix politique en faveur de l'arbre ou... On a un rôle de conseiller technique, ouais, bien sûr. On a un rôle d'accompagnement dans la mise en œuvre de la gestion, que ce soit dans la mobilisation des bois, dans une question biodiversité, d'accueil du public. Et puis, les collectivités peuvent avoir des projets de développement de territoire. C'est le cas des chartes forestières notamment. Et on est là, en fait, en tant que conseiller pour les accompagner. Cette charte forestière qui est sous votre responsabilité, Gérard Lambert, comment elle se présente dans ses objectifs ? Elle n'est pas multifaciale, elle est donc historiquement, nous avons sur notre territoire 3000 hectares de forêt privée, plus 1000 hectares de forêt de Bercé, côté Marigny-Samar. Et donc, c'est 27% du territoire. On a jugé bon et opportun de créer cette charte forestière pour répondre aux questionnements des propriétaires forestiers. Dont la moyenne de propriétaires... C'était quoi leur question aux propriétaires comment on gère nos forestiers ? bois ? La moyenne est 2 hectares 40 par propriétaire forestier. Des propriétaires forestiers, quelquefois malgré eux, suite à des héritages, suite à des partages familiaux, et ils avaient des questionnements, comment commercialiser leur bois. Comme une terre à blé, c'est un centre de revenus. Et quelque part, il leur fallait une organisation. C'est uniquement la commercialisation du bois ou comment préserver la sauvegarde du bois ? On préserve. Quand on commercialise le bois, on préserve le bois. On fait des prélèvements ponctuels. On organise des éclaircies. Actuellement, nous organisons des éclaircies sur une trentaine de propriétaires en même temps. Nous avons mis en communion je crois que c'est 30 ou 32 propriétaires pour une centaine d'hectares de bois. Elle a été mise en place depuis combien de temps, cette charte ? Cette charte en 2018. D'accord. Donc, elle est évolutive parce que j'ai envie de croire qu'à un moment, on règle les unes après les autres les questions qui se posent. Elle a été évolutive dans le sens où on a été boosté par les feux de forêt de 2015. Oui, malheureusement. Où il a fallu faire des inventaires de propriétés. Nous avons fait un gros travail avec le SDIS notamment, mais on va en reparler, mais avec le CRPF, le Conseil régional de propriété forestière, et les communes avec le service du cadastre, de façon à... On a inventorié sur le territoire, sur les 8 communes, toutes les propriétés, toutes les parcelles boisées. Donc c'est un vrai travail. C'est un travail très important. Oui. Et à partir de ça, après, on peut gérer
entre les essences, entre des gens qui héritent d'une parcelle de bois. Il y a des pins, qu'est-ce que l'on en fait? On se retourne vers qui? Est-ce qu'on va chercher le premier? Je ne jette pas la pierre aux marchands de bois, mais c'est un peu comme les marchands de vaches il y a 40 ans, quoi. Ils disent, ben oui, on va te débarrasser de ton bois pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, en organisant cela, on valorise le bois, on le fait abattre d'une manière responsable. Et tout le monde s'y retrouve. Est-ce que ça veut dire que la mise en œuvre de cette charte revêt des aspects complexes? Oui, entre les PLUI, entre les classements EBP, EBC. Alors, tout ça, c'est des mots qu'on ne comprend pas. Gérard Lambert, si vous voulez nous le préciser. Les bois protégés, voilà. D'accord. Il y a des réglementations. La vigilance sur des parcelles également qui sont abattues sans autorisation. La police des maires et les polices sont importantes. On ne peut pas abattre une parcelle comme ça sans autorisation. Même si on est propriétaire. Le propriétaire, même s'il veut abattre sa parcelle, il ne fait pas une coupe rase sans autorisation. Donc c'est très réglementé, finalement, Monsieur Davio. La forêt, la gestion forestière est réglementée. Il y a un code forestier qui s'applique, que ce soit pour la forêt publique, la forêt privée. Et puis, il y a toute une législation liée à l'environnement, à la police de l'eau, forestier public, forestier privé. On est tenu à... Alors, imaginons, voilà, je suis propriétaire et je fais fi de toute cette réglementation parce que, bon... Voilà, vous savez comment sont les propriétaires et comment nous sommes, je dirais presque même naturellement, quelquefois humains. On en a marre des réglementations et tout ça. Il se passe quoi si on ne respecte pas? Alors, en forêt publique, je dirais qu'on est au service des forêts des collectivités propriétaires. Puis en forêt privée, vous avez un établissement qui est équivalent à celui de l'ONF, qui s'appelle le Centre national de propriété forestière, avec des techniciens, des ingénieurs qui sont là pour accompagner les propriétaires. Après, un propriétaire qui ne respecte pas la réglementation, c'est susceptible d'être réprimandé. Voilà. Mais toute la plus-value d'une charte forestière de territoire, c'est justement de rassembler ces petites propriétés, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière à leur apporter ce conseil, cette sensibilité pour que cette forêt soit gérée comme elle doit l'être, quoi. Gérard Lambert, vous avez été face à cette situation où vous êtes un petit peu fait envoyer paître, comme on dit, parce que bon, la réglementation, ça va 5 minutes ou pas? Ou est-ce que c'est facile à appliquer avec les propriétaires? Avec certains propriétaires, c'est très facile. Avec d'autres, c'est très difficile. On a un problème de micro. Ouais. C'est très difficile. C'est comme vous le disiez, c'est la notion de propriété en France ne touche pas mon précaré, quoi. Ben oui. Mais ça, c'est l'héritage d'avant la Révolution française. Hein. Oui, complètement. Alors, dans votre travail d'accompagnement de la charte, il s'agit surtout de valoriser le bois? J'ai multifacial tout à l'heure, on valorise le bois, bien sûr. On le vend quand en groupe, on fait des volumes importants. Et donc, on a une meilleure ce groupement de vente. Groupement d'abord de marquage, d'identification des sujets à enlever au profit de sujets futurs qui vont stocker du carbone, grossir plus facilement. Et sur les volumes de vente, on a fait je pense que les propriétaires ont gagné 20% vis-à-vis d'un marchandage classique. Donc, Gérard Lambert, si je comprends bien, cette charte, elle est pour valoriser la vente du bois. Pas que cela. Pas que cela. Donc, quoi d'autre? La communication au grand public. Oui. C'est-à-dire, on a fait des animations autour des chauves-souris, on va dire plus vite. Autour de la sortie du Brame, autour des VTT, de la connaissance des essences, création d'observatoires forestiers. Il faut que le grand public s'attache à la forêt. Que ce soit... il ne regarde pas la forêt avec des grands yeux, avec des informations qui ne soient pas véridiques, qui soient excessives. Il faut qu'il constate de lui-même. Et nous allons faire, dans le cadre de notre charte forestière, des séries de conférences grand public pour expliquer aux gens ce qu'expliquait Richard tout à l'heure. Samuel Perrault, vous êtes technicienne biodiversité en charge de l'animation, de la politique bocage, de la direction des territoires et politiques contractuelles et territoriales du Conseil départemental de la Sarthe. C'est-à-dire si vous avez une responsabilité importante avec toute cette longueur de l'intitulé. Le conseil départemental de la Sarthe accentue, on le sait, une politique volontariste en direction du développement durable. Il met en œuvre différentes actions que nous allons bien sûr présenter avec vous. Votre propre champ professionnel, pour préciser les choses à ceux qui nous écoutent, votre propre champ professionnel de compétences s'intéresse particulièrement au bocage. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour justement préserver le bocage sur l'aspect notamment du bois, des haies, enfin, en tout cas tout ce qui touche à l'objet de notre émission aujourd'hui? Oui, effectivement. En fait, ça fait longtemps que le département de la Sarthe travaille sur le bocage, avec notamment l'accompagnement des agriculteurs à la plantation de haies.
Il y a eu une période aussi où on avait un accompagnement sur les particuliers qui s'est arrêté en 2015 avec la loi NOTRe et qu'on a repris là depuis janvier 2019 où nos élus ont voté une nouvelle dynamique bocage qui s'est élargie sur plusieurs champs, parce qu'on travaille plus non seulement sur la haie, mais sur tous les éléments du bocage, donc aussi des petits bosquets, la plantation d'arbres isolés, la création d'arbres têtards, la plantation de fruitiers, parce que le bocage, c'est aussi les pré-vergers qu'on avait autrefois avec des vergers pâturés par des moutons ou des bovins, et puis de la création et de la restauration de mares. Et cette dynamique bocage-là, elle a été aussi élargie puisqu'elle concerne plus seulement les agriculteurs, mais tous les Sartois et Sartoises, que ce soit des associations, des particuliers, des collectivités, et toujours des agriculteurs, bien évidemment. Donc tout le monde peut prétendre à cet accompagnement-là, qui est un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement technique dans la mise en œuvre de ces projets de restauration de bocage. Voilà, dans cette politique du département de la Sarthe, pourquoi c'est important justement de préserver le bocage et d'accompagner les collectivités ou le particulier? Le bocage, c'est un paysage agricole, on en parlait principalement d'élevage, qui a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu patrimonial parce que c'est vraiment de la paysannerie d'autrefois. Il y a un enjeu biodiversité parce qu'en fait, au sein du bocage, on a une diversité de milieux et donc une diversité d'espèces. C'est vraiment l'image d'une agriculture qu'on peut considérer comme responsable avec une coopération entre l'homme et la nature en quelque sorte. Donc il y a ces enjeux-là, et c'est vraiment des enjeux diversifiés avec aussi l'arbre et aussi un intérêt agronomique de l'arbre. On en parlait au niveau du ruissellement, des choses comme ça. Alors Gérard Lambert, je peux vous poser la question parce que vous êtes un élu, donc vous devez avoir un regard politique sur certains choix et certaines décisions. Voilà, on a connu une époque quand même où dans le domaine agricole, on était très précautionneux des ruisseaux par rapport à la circulation de l'eau, et souvent sur ces ruisseaux il y avait des arbres. On a été précautionneux des haies qui à un moment qu'on a détruites, voilà, pour faire des grands espaces, et aujourd'hui finalement on revient en arrière. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Je pense que là, c'est la prise de conscience générale de tout à chacun. Mais la faute à qui? Aux politiques ou aux propriétaires? C'est très compliqué. Parce qu'il y a eu des politiques très incitatives pour supprimer les haies. Oui, mais c'était l'élément porteur, c'était l'évolution de l'agriculture. L'agriculture, pas extensive, mais une agriculture. Oui, voilà, c'était ça. Il a fallu des hectares et des hectares et des hectares, et la haie gênait, l'arbre gênait. Et aujourd'hui, pour le cas de ma commune, nous sommes en train de faire des acquisitions foncières, encore une hier soir, de 1,70 hectare, de façon à installer une structure agricole, je dirais pas minimum, mais pour une personne, pour faire du maraîchage. Et derrière, nous allons faire un projet de haies bocagères avec le soutien du département. Samuel Perrault, on va quand même rentrer dans le domaine d'intervention du département qui concerne le patrimoine arboré. Et là aussi, il y a plusieurs axes d'intervention. On a vu que la dernière séance plénière du conseil départemental avait notamment voté 10 000 arbres qui seraient plantés en plus sur le département de la Sarthe. C'est ça. On travaille également aussi sur les propriétés du département. Donc il y a deux choses. Sur les propriétés départementales, il existe déjà des arbres. Donc il y a un inventaire qui a été fait. On a 10 000 arbres sur les propriétés départementales qui sont suivis par des agents du département pour s'assurer du bon état des arbres et puis tous les aspects sécuritaires également. Et il y a toute une dynamique de régénération de ce patrimoine arboré-là avec un souhait de planter 10 000 arbres pour demain. Aujourd'hui, il y a déjà 5 000 arbres qui ont été plantés. On peut voir les panneaux sur les routes du département. Si on prête un peu attention, il y a possibilité d'en croiser. Et donc, ça va continuer. Donc, on a eu une grosse phase de plantation sur l'hiver 2020-2021 là, et on aura une autre phase de plantation sur l'hiver prochain. Hervé Davio, pour revenir à la forêt, c'est quand même votre domaine de compétences essentiel. Quand on a préparé cette émission et que je vous ai un petit peu restitué quel allait être l'objet de cette émission, vous avez alerté ma conscience en disant attention, on parle beaucoup de déforestation dans cette émission, mais il faut plutôt parler de reforestation. C'est quoi cette nuance importante que vous souhaitiez y apporter? La nuance sur une émission de radio,
c'est à un moment donné de garder un discours un peu positif. Ce que je dis souvent, c'est que quand vous regardez la télévision et qu'on parle de forêt, on parle de déforestation, on parle des incendies du sud de la France, on parle d'un tas de catastrophes liées à la forêt, alors que la forêt, ça a été dit tout à l'heure, elle nous apporte beaucoup à nous, espèces humaines, mais à toutes les espèces animales. Ça a été dit, mais il faut le redire, la forêt française croît chaque année. C'est-à-dire que malgré la fragmentation de certaines forêts liées à des infrastructures, etc., la forêt en surface augmente en France et en Europe. Donc il faut garder un discours, je crois, optimiste, positif. Et même si la déforestation est un vrai sujet. Alors on est d'accord, alors on va évidemment parler du rôle peut-être des médias dans cette communication toujours négative, mais qui malgré tout évoque bien des situations précises et dramatiques comme l'incendie des forêts. On pense à l'Australie notamment, qui avait créé beaucoup d'émotions. Est-ce que ça veut dire que la politique de communication du gouvernement, je l'ai sur ce terrain-là, n'est pas assez en faveur justement de la promotion de la forêt et de l'arbre pour sensibiliser les Françaises et les Français et les citoyens en général aux atouts de la forêt, aux atouts de l'arbre, et puis peut-être leur apporter un rayon de soleil dans ces informations qui sont souvent dramatiques. Bon, là, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui est à mettre en cause. Ou l'ONF. C'est surtout le message qu'on a tous à faire porter, que ce soit forêt publique, forêt privée. Tout le monde a un programme aujourd'hui d'éducation à l'environnement autour de l'arbre et de la forêt. C'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il faut faire parler, dont il faut parler. Et voilà. Rapidement, vous pouvez nous dire quand même quelle est la vocation de la forêt par rapport au terrain, par rapport aux inondations ? Alors, la forêt a un gros rôle de protection. Alors, stockage du carbone, ça a été dit. Protection par rapport au départ d'avalanche. On ne le dit pas assez, on ne le voit pas assez. Protection torrentielle, on l'a vu par rapport aux événements qui se sont passés dans le sud de la France. Bon, c'était des événements exceptionnels, mais l'arbre, de par son système racinaire et de sa canopée, a un rôle de préservation des sols et corrige véritablement les torrents. Protection dunaire, vous avez sur tout le littoral français des programmes de reconstitution de la dune par plantation d'arbres. Etc., etc. Et dans nos forêts de plaine, forêts de protection aussi par rapport au milieu, aux espèces qu'on y trouve. Merci beaucoup à vous trois de vos témoignages par rapport au rôle que vous jouez notamment dans la Sarthe. On va se retrouver dans quelques instants avec la dernière partie de notre émission et on va écouter un artiste local, c'est Owa, avec Nadia Simon, auteure-compositrice sartoise, et Laurent Sureau, joueur de Hampan, qui devait jouer justement dans le cadre de cette semaine du développement durable à l'Université du Mans, un groupe qu'on aime particulièrement puisque c'était un coup de cœur du programmateur de Radio Alpa. Pour une interview, vous pouvez retrouver sur radioalpa.com.
C'est terrible d'écouter Awa, mais on est pris par le temps et vraiment on vous invite à aller découvrir son album magnifique et mieux de vous le procurer parce que c'est comme ça qu'on soutient les grands artistes qui ont beaucoup de talent, notamment ceux de la scène locale. C'est la dernière partie de notre émission consacrée au développement durable et plus précisément à l'arbre. Moïse Tsayem, vous êtes comme Richard Suffaut, enseignant-chercheur au laboratoire ESO Espace et Société de l'Université du Mans. Vous avez publié un mémoire inédit qui s'intitule « Du développement propre à la déforestation évitée, géoscopie des relations nord-sud pour atténuer le changement climatique ». Vous avez aussi publié une thèse « Caractérisation et suivi de la déforestation en milieu tropical par la télédétection, application aux défrichements agricoles en Guyane française et au Brésil ». Est-ce que vous pouvez compléter votre rapport à la recherche puisque vous travaillez ensemble avec Richard Suffaut? Oui, donc en matière de recherche, j'ai eu à travailler au laboratoire ESO, mais avant aussi dans un autre laboratoire qui s'appelle laboratoire Espace Dev, où je m'intéressais au suivi de la déforestation par télédétection. Il s'agissait d'utiliser des données aérospatiales, des photos aériennes ou des images satellites pour caractériser la déforestation, surtout la mesurer, pour qu'on puisse mieux suivre. Qui donne une cartographie. Oui, exactement, pour cartographier sur une séquence de temps, à l'échelle de 20, 30, 40, 50 ans, pour voir comment les surfaces forestières ont évolué suite, par exemple, au défrichement. Et même comment est-ce que les surfaces forestières se reconstituent lorsqu'il y a baisse de la pression agricole. Ça, c'était en Amazonie, en Guyane française et au Brésil. Alors l'Amazonie, si vous le voulez bien, on va y faire une petite allusion parce que on dit de l'opinion populaire, que c'est en tout cas entendu, que c'est le poumon du monde, l'Amazonie. Je sais que Richard, quand on a parlé de ce sujet-là, a eu une petite réaction. Est-ce que l'Amazonie, c'est véritablement le poumon du monde et pourquoi c'est grave ce qui se passe actuellement en Amazonie ? Oui, c'est le poumon compte tenu de l'ampleur de la couverture forestière amazonienne. Le problème, c'est que cette couverture forestière est mise à mal et que de poumons, parce que comme Richard l'a expliqué dans la première partie de l'émission, lorsque les forêts absorbent du CO2, ça permet que des mécanismes biogéochimiques puissent avoir lieu et ça permet de réguler le climat, ça permet de réguler l'hydrologie. Mais le problème, c'est que lorsque cette forêt est mise à mal, lorsqu'elle est défrichée, lorsqu'elle est l'objet d'incendies, comme depuis que le président actuel, le président brésilien est en place, alors ce n'est plus absolument un poumon de la planète. Au contraire, la déforestation, les défrichements, ça va libérer ce CO2 dans l'atmosphère. Vous travaillez tous les deux plus précisément sur la déforestation en Afrique et particulièrement au Congo, c'est ça ? Dans le bassin du Congo. Voilà, quelle est la situation justement par rapport à ce bassin du Congo, Richard Suffaut? La situation est pareille que dans la situation en Amazonie. En fait, toute la zone tropicale, que ce soit en Asie du Sud-Est, le bassin du Congo ou bien l'Amazonie, c'est la même situation. Mais on pourrait dire, en termes de taux de déforestation, que comparé aux deux autres zones, le bassin du Congo a un taux de déforestation moins élevé. Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait se contenter de ce taux de déforestation bas? Non. En fait, la situation est assez alarmante dans la mesure où la majeure partie des populations qui vivent dans ces zones dépendent en majorité de ces forêts en termes de ressources, en termes de nourriture, comme je l'ai dit dans la première partie. Donc ça veut dire qu'au-delà d'un aspect qui est lié à l'environnement, il y a aussi un aspect qui est lié à la survie humaine? Bien sûr. Je disais tout à l'heure que en fait, la forêt représentait dans ces zones parfois les supermarchés, c'est-à-dire que là où on va prendre tout ce qu'on va manger, mais aussi un lieu d'habitat, quoi. Donc du coup, ce serait assez c'est intéressant de comprendre qu'en fait, la forêt représente tout pour ces populations, pour ces gens qui vivent dans ces zones-là. Alors comment se traduisent vos préconisations pour la politique justement de gestion des forêts tropicales, Moïse Tsayem? Alors, les préconisations découlent en fait de l'angle que j'ai choisi. En m'introduisant, vous avez évoqué cet ouvrage sur les rapports Nord-Sud pour atténuer le changement climatique.
Depuis quelques années maintenant, j'inscris mes recherches dans une perspective géopolitique consistant à analyser les rapports de pouvoir, les rapports de domination qu'il y a entre le Nord et le Sud en matière de forêt. Parce qu'on voit que ces forêts sont l'objet véritablement d'enjeux importants. Et on voit que des politiques émergent à l'échelle internationale. Dans la première partie de l'émission, Richard parlait de REDD. En fait, il y a une quinzaine d'années, les pays ont décidé, dans le prolongement du protocole de Kyoto, de mettre en place un dispositif international pour lequel on va récompenser les pays en développement qui arrivent à réduire leur déforestation. Et ça s'accompagne d'un certain nombre d'incitations financières à destination de ces pays. Or, la recherche que je fais consiste à évaluer la mise en œuvre de ces dispositifs, de voir si réellement on arrive à réduire la déforestation ou pas, et à accompagner les acteurs nationaux dans l'élaboration des stratégies nationales de réduction de la déforestation. Et est-ce qu'au regard de vos observations, vous êtes plutôt optimiste ? S'agissant précisément de ce mécanisme, je suis moins optimiste parce que après une dizaine d'années de suivi, je me rends compte que, et ça c'est véritablement le rôle aussi de la recherche en sciences sociales, qui a beaucoup de pesanteurs, qui a beaucoup de contraintes qui font que finalement les dispositifs imaginés à l'échelle internationale pour lutter contre la déforestation, que ces initiatives malheureusement ne marchent pas bien lorsqu'on est sur le terrain. Parce qu'on fait face à un certain nombre de contraintes, de pesanteurs sur le plan institutionnel, sur le plan de la gouvernance, sur le plan social, sur le plan politique. Donc ça veut dire que même si vos recherches sont importantes pour alerter l'opinion publique, pour alerter les décideurs publics, les politiques, finalement, ceux qui décident n'écoutent pas avec toute la bienveillance qui est votre travail de recherche ce qu'il faudrait faire ? Il y a un écho, il y a une écoute dans la mesure où on est de temps en temps sollicité, y compris par les responsables politiques qui nous sollicitent pour faire des expertises, pour faire des évaluations, pour aider, y compris même à mesurer justement ces stocks de carbone dans les sols ou dans les forêts. On est sollicité, mais le problème est complexe. C'est-à-dire que la déforestation elle-même est véritablement complexe, dans la mesure où ça engage un certain nombre de composantes sociales, politiques, économiques, et tout ça rend la situation pas facile à résoudre. Mais ça, je suis relativement pessimiste pour la politique REDD, pour ce dispositif international qui a été imaginé pour la lutte contre la déforestation. Il y a un autre mécanisme pour lequel je suis un peu plus positif, c'est la certification forestière, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a tendance à prendre corps, c'est-à-dire qu'on invite les exploitants forestiers, les concessionnaires, à appliquer des principes, des indicateurs qui vont permettre de mieux gérer les concessions forestières. On voit que là, cette initiative est en train de prendre corps. Une question à tous les deux, ce sera ma dernière question pour cette émission, malheureusement, parce que le temps est épuisé, et c'est terrible le temps qui s'épuise, parce qu'on peut rien y faire. Moi, j'avais quand même une question à vous poser, qui est presque la question finale, c'est est-ce que les destins, au regard de vos recherches, et au regard du fait qu'elles peuvent dépasser les lieux d'études de vos recherches, est-ce que les destins de vie nord-sud, des pays nord-sud, sont indéniablement liés face aux enjeux du changement climatique ? Oui, je trouve on est sur une seule planète, on est sur la même planète. Je trouve que les destins sont liés. Le fait que ces forêts puissent permettre la régulation du climat, le fait que ces forêts puissent absorber le CO2, c'est un mécanisme à l'échelle planétaire qui, certes, ça va avoir lieu dans un microcosme à l'échelle locale. Mais bon, par le fait de l'environnement qui est planétaire, ça aura une répercussion globale. Donc je trouve que nos destins sont liés entre le Nord et le Sud. Richard Suffaut, sur cette question-là ? Ouais, je peux confirmer ce que Moïse dit parce que aujourd'hui, si on est en train de polluer ici en France, ça veut dire que les répercussions auront lieu dans le monde tropical. Si on coupe une forêt dans le monde tropical, ça va avoir des répercussions ici. Donc du coup... Donc on a bien des destins de vie et d'environnement liés. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, on a précisé le rôle de l'arbre dans la nature et sa biodiversité dans la première partie de notre émission. Est-ce que négliger un écosystème, donc tout ce qui participe à l'écosystème, peut avoir pour conséquence de déloger un habitat de virus, ce qui peut conduire à une pandémie sanitaire chez les humains? Vous voyez que la question est un peu d'actualité.
Parce on essaie de trouver les origines des virus, mais est-ce que le fait de négliger la place de l'arbre dans la nature, le fait de négliger donc tout ce qui va avec les écosystèmes, ça peut à un moment déloger des virus et peut-être atteindre toute l'espèce humaine? Est-ce que ça fait partie peut-être des réflexions ça ne fait pas partie de nos recherches, mais on peut s'exprimer sur mais votre sentiment de chercheur par rapport à vous? Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que, et même en se documentant, en suivant l'actualité, ce qu'il y a des recherches justement qui tendent à montrer que la forte anthropisation des écosystèmes, la forte dégradation de l'environnement est justement une source de pandémies, de pathologies qui partent des milieux naturels vers les milieux humains, vers les milieux anthropisés. Et donc il y a, je pense, un lien entre cette forte anthropisation, cette déforestation, cette dégradation des écosystèmes et les pathologies auxquelles on est confronté. Oui, parce que Richard Suffaut, du fait que nos destins de vie sont liés, qu'on soit du nord ou du sud, du fait que vous travaillez tous les deux sur la question de la place de l'art dans la nature, donc de la question de la déforestation, qui va donc à l'encontre de la préservation de l'environnement et de la vie. Est-ce que ces travaux de recherche-là font aussi l'objet de concertation entre, je dirais, les dirigeants des pays sous-développés et les dirigeants des pays développés, puisque notre destin de vie est lié aussi à leur propre destin? Si vous parlez de la prise en compte de la recherche par les pays du Nord ou du Sud, je pense que oui, la réponse est oui. En fait, la majeure partie des recherches qui sont réalisées, que ce soit dans des projets de recherche, que ce soit dans des articles scientifiques publiés, sont traduits sous forme de notes de politique qui sont renvoyées aux politiques qui, en fait, prennent en considération toutes ces études. Donc, du coup, quel que soit le gouvernement, que ce soit du Sud ou du Nord, il y a une prise en considération réelle de ces recherches qui sont faites. Et la preuve est que la majeure partie de ces politiques citent dans leur discours, dans leur politique de campagne, ces recherches scientifiques qui permettent de prouver que la science et surtout le chercheur a sa place sur ces différentes questions. Est-ce que la problématique du changement climatique a accéléré cette prise de conscience? Parce qu'on en parle peu dans les informations, mais qui dit changement climatique dit peut-être aussi mutation, pas mutation, mais changement comment je vais dire ça, de population qui vont, il va bien falloir qu'à un moment qu'ils trouvent un lieu de vie. Effectivement, la question du changement climatique est revenue au cœur dans la mesure où aujourd'hui, avec le changement climatique, les migrations climatiques sont déjà visibles, que ce soit dans les pays du Sud entre eux, c'est-à-dire que le déplacement des peuples, par exemple, du Soudan vers les pays plus forestiers ou plus humides, ou des pays du Sud vers le Nord, donc du coup c'est visible. Donc aujourd'hui, on ne peut que constater que les conséquences vont aller grandissant. Et on va subir, que ce soit ici ou dans les pays du Sud, ces conséquences. Moïse Sayem. Oui, je voudrais juste ajouter qu'en matière de recherche, justement, les forêts tropicales, et en particulier la question de la déforestation, c'est devenu un enjeu très important parce qu'on arrive à articuler ça maintenant avec la question du climat. C'est parce qu'on a constaté que la déforestation était responsable d'à peu près 15 à 20% des émissions de CO2, que la question des forêts est devenue aussi un enjeu climat. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux politiques de lutte contre le changement climatique, pour les pays en développement qui sont détenteurs de forêts, ça signifie aussi de s'intéresser à la lutte contre la déforestation. Alors, on n'en a pas parlé avec Hervé Davio, qui est, je le rappelle, le représentant de l'ONF pour le département de la Sarthe et de la Mayenne, mais je sais que c'est une vraie préoccupation, ce changement climatique de l'ONF, puisqu'on réfléchit déjà à quelles espèces d'arbres on pourra implanter, par exemple, dans la Sarthe, par rapport au sud de la France. Est-ce que de par votre expérience d'étude des arbres, ne serait-ce qu'au Gabon, vous aussi vous pensez qu'il va falloir aussi réfléchir à quelles espèces d'arbres il va falloir privilégier dans certaines zones humides ou pas de la planète, sachant qu'il y a la question de la préservation de l'eau dont on parle peu, mais qui devient une richesse naturelle rare pour laquelle d'ailleurs s'est battu Daniel Mitterrand, mais dont on ne parle plus.
Je voudrais dire qu'en fait, que lorsqu'on parle de reboisement ou bien de boisement, le choix des espèces est quand même primordial dans la mesure où on a constaté dans plusieurs projets au sud, par exemple au Cameroun, en RDC ou bien au Gabon où j'ai travaillé, il y a plusieurs projets qui ont mis sur pied des plantations avec des espèces exogènes, c'est-à-dire que des espèces qui ne sont pas de la zone et qui ont entraîné des conséquences assez visibles. Et qu'aujourd'hui, l'introduction de l'eucalyptus, par exemple, dans plusieurs projets de replantation, a occasionné, a rendu les sols plus fragiles, dans la mesure où les eucalyptus consomment beaucoup d'eau. Et aujourd'hui, ces espèces sont de plus en plus abandonnées au profit des espèces plus endogènes. Donc, je dirais oui. Richard Suffaut et Moïse Sayem, puisque vous êtes des chercheurs de Le Mans Université, est-ce que on vient vous solliciter là sur Le Mans Université par rapport, je sais pas, à des décisions que peuvent prendre les services techniques ou les décideurs politiques, par exemple de la Sarthe? Voilà, quel type d'arbre, ou l'ONF, quel type d'arbre il faudrait implanter pour demain prendre en considération toutes ces situations? Est-ce que vous êtes sollicité au local? Non, pas localement. Alors, ça peut se comprendre dans la mesure où Alors, on est sollicité localement pour d'autres sujets. C'est-à-dire, par exemple... Lesquels, par exemple? Je travaille aussi sur le développement durable, sur les questions de transition énergétique. D'accord. J'ai été sollicité par la région pour accompagner un certain nombre de politiques de décentralisation. Donc, ça prouve que vos recherches sont utiles à un moment, quand même. Oui, oui. Mais pas pour la question des forêts, puisque je travaille uniquement sur les forêts tropicales. Je ne suis pas sollicité par les acteurs locaux. Mais on est sollicité pour des sujets qui concernent les enjeux locaux. Voilà, puisque cette émission s'adressait au grand public, Moïse Sayem et Richard Suffaut, qu'est-ce que vous auriez envie de délivrer comme message de sensibilisation à ceux et à celles qui nous écoutent en ce moment, pour conclure? Elle n'était pas prévue, cette question-là. Oui, pour conclure sur l'utilité, moi je vais conclure sur l'utilité de la recherche pour dire qu'elle est pertinente, elle est importante et qu'elle permet véritablement d'observer ce qui se passe, d'analyser, de comprendre la complexité et surtout de proposer des solutions pour une meilleure gestion de ces espaces forestiers, pour tendre vers ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. En fait. Richard Suffaut? Je vais conclure sur la nécessité de la collaboration entre les scientifiques et les politiques, dans la mesure où aujourd'hui, il faudrait que les politiques ou bien ceux qui travaillent, les élus locaux, doivent se rapprocher et former une synergie de telle sorte que les études qui sont faites en laboratoire ou bien sur des terrains bien précis puissent servir à améliorer le quotidien, parce que c'est ça l'utilité de la recherche. Donc il faudrait vraiment que ces deux pôles puissent se rapprocher et qu'il y ait des communications entre ces deux mondes pour que les recherches que nous faisons ne restent pas dans des tiroirs et restent là à ne pas servir à la communauté. C'est ça que je pourrais dire. Merci beaucoup à vous deux qui représentiez donc Le Mans Université dans le cadre de cette semaine du développement durable consacrée notamment à tout ce travail de recherche que vous faites qui est utile pour éveiller les consciences, prendre des décisions. J'ai même envie de dire quelquefois sauver notre monde. Tout simplement, ça paraît aussi bête, mais quelquefois il faut aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez pour bien comprendre les enjeux qui nous menacent, et pas seulement les autres, mais nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette émission sur la déforestation et la reforestation et les plantations, les liens nord-sud évidents dans le cadre de la semaine du développement durable qui était proposée cette semaine à l'Université du Mans, une émission qui sera rediffusée sur nos ondes. Ce sera le dimanche 7 mars à 13h et que vous pourrez retrouver en podcast sur radioalpa.com. Merci Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission pour laquelle nous avons dépassé de quelques 10 minutes. Et merci aussi à Ingrid Silpa, coordinatrice du pôle culture scientifique de l'Université du Mans pour son implication à la préparation de cette émission. Et ne l'oubliez pas, c'est peut-être le message de cette émission, prenons soin de notre environnement car c'est prendre soin de nous.